matraciens et beaux matraciennes, suivez désormais sur vos écrans le Mission Sans Parapluie, Sans Parapluie. Une émission pour former et informer à travers des analyses de l'actualité et de faits socio-économiques, voire politiques. À la présentation, Sandrine Lissingui. Pamphile Condé, acteur politique, acteur de la société civile, l'heure est au rendez-vous. Suivez Sans Parapluie chaque lundi de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 8h30. Suivez votre émission sur la chaîne YouTube Sans Parapluie. Sans Parapluie, un rendez-vous de la population. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau programme dénommé Sans Parapluie. Sans Parapluie, c'est cette nouvelle émission d'analyse des questions socio-politiques que vous aurez désormais l'habitude de suivre sur vos chaînes de télévision. Pour ce premier numéro de Sans Parapluie, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un invité que vous connaissez très bien. Il s'agit de Monsieur Ignace Nzaou Pambou. Et avec lui, nous allons parler de tout ce qui se passe à travers la République démocratique du Congo. L'actualité qui défraye la chronique dans notre pays de façon générale, mais plus particulièrement l'actualité au niveau de notre province, la province du Congo central. Bonsoir Monsieur Ignace, bienvenue sur ce plateau de Sans Parapluie. Merci beaucoup Madame Sandrine Lissingui, bonsoir, merci pour votre invitation. Voilà, Monsieur Ignace, je l'ai annoncé tout au début qu'aujourd'hui nous allons parler de l'actualité qui défraye la chronique au niveau du pays. Mais nous allons d'abord commencer par notre province, donc la province du Congo central. Aujourd'hui, le Congo central est dirigé par Monsieur le gouverneur ad intérim, Justin Luemba. Comment voyez-vous l'avenir de cette province ? D'emblée, nous sommes d'abord très heureux que finalement le départ d'Atou qui était consacré il y a 2 ans, après tous les combats que nous avons menés sur le terrain, afin qu'il puisse partir effectivement, aujourd'hui c'est chose faite. Donc c'est un ouf de soulagement, mais nous n'y sommes pas encore parce que les enjeux restent de taille. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas seulement le départ d'Atou, mais il faut que Atou puisse être remplacé par quelqu'un qui effectivement va sortir la province du trou dans lequel elle se trouve. Pensez-vous qu'aujourd'hui sortir la province du Congo central du trou est une chose facile? Bon, chose facile non, parce qu'en fait tout ce qui est facile ne donne à rien, mais la vérité est qu'avec un travail assidu, je crois que nous allons y parvenir, même si c'est quelque chose qui ne va pas être fait comme si par un coup de bâton magique, mais je suis sûr que nous avons une bonne personne à la tête de la province. Dans 1 année, 2 ans, en tout cas, assez de choses pourront être faites pour l'intérêt de la population. Et quels sont ces mécanismes ou sinon cette stratégie que vous utilisez afin d'atteindre l'objectif que vous êtes en train de suivre? Bon, je l'ai toujours dit, dans notre province, d'abord, les choses ne marchent pas. Si les choses ne marchent pas, oui, les responsabilités sont partagées, mais les acteurs majeurs responsables de cette descente aux enfers de notre province restent le politique, ou bref, le politicien. Alors, quand je parle des politiciens, le tout premier politicien, c'est le gouverneur de province. Je l'ai toujours dit, vous savez, quand la tête est malade, quand bien même le corps est en très bonne santé, en tout cas le corps ne peut pas vous aider à faire quelque chose. C'est le cas d'un fou. Quand le fou, même si les mains sont en très bon état, les jambes et consorts, mais tant que là, au niveau de la tête, ça ne fonctionne, ça ne marche pas, un fou ne peut pas être capable de rendre n'importe quel service. Mais prenons l'exemple d'un paralytique.
tant que la tête fonctionne bien, même si les jambes sont immobiles, mais ces mains peuvent vous aider par exemple à coudre une très belle veste et ainsi de suite. Donc pour dire comment nous allons nous y employer, il faut que lorsque tous les candidats gouverneurs seront déclarés, et je l'ai toujours dit, le mouvement NH prendra position pour soutenir les candidats dont nous allons juger les profils requis. Nous l'avons fait en 2018. Nous avions dit aux gens que la victoire des Atou était une malchance pour la province. Les gens pensaient que nous étions en train d'exagérer, mais où nous en sommes? Finalement, aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que M. Ignace est prophète politique. Mais non, Madame Sandrine, je ne suis pas prophète politique. Mais en fait, j'ai fait des analyses objectives. Je me mets devant un fait, je vois je pèse le pour et le contre et je donne un point de vue qui difficilement trompe. Voilà, donc c'est sur le candidat gouverneur qui aura un bon profil que nous allons concentrer tous nos regards. Et quel est cet élément, selon vous, qui vous fera voir qu'effectivement ce candidat remplit les critères pour être un bon gouverneur? D'abord, il faut que les critères de sélection qui se basent sur le chege chancelo au Pamba, nous devons mettre ça à l'écart. Donc un gouverneur, il doit d'abord être intelligent et quelqu'un qui a fait de bonnes études. Il doit être sage. Il doit être quelqu'un qui a déjà fait preuve d'une grande gestion au niveau soit des entreprises publiques, soit au niveau même des entreprises privées. Parce que nous avons par exemple des gens qui ont travaillé à Kobil, nous avons des gens qui ont travaillé par exemple à FMI, nous avons des gens qui ont travaillé ainsi de suite. Donc il faut que nous puissions avoir, pas n'importe qui, quelqu'un, on ne sait pas, c'est seulement quand tu deviens gouverneur ou vice-gouverneur qu'on les connaît, que c'est monsieur tel. Non, il nous faut un gouverneur dont on connaît le niveau d'éducation, le niveau d'instruction, et ainsi de suite. Tu dois être aussi un rassembleur. Parce que depuis un certain laps de temps, il y a les divisionnistes qui ont l'envie de conduire le paisible citoyen ou bien le paisible Nekongo vers la division qui est liée à Cataracte, Bas-Fleuve, Lukaya. Et pourtant, dans une province qui veut se développer, ce sont des choses dont on ne peut pas avoir besoin parce qu'elles ne nous avancent pas. En parlant justement des divisions, j'aimerais relever un fait, un constat fait au niveau de la province du Congo central. Nous avions eu le feu gouverneur Jacques Mbadou, et il faut reconnaître qu'il n'a pas trop été soutenu par les siens, notamment ses frères Nekongo. Nous venons d'avoir le gouverneur Atou, c'était pratiquement la même situation, il n'était pas accepté par tout le monde. Et je me dis, est-ce que ça sera également le cas avec celui qui viendra après le gouverneur Atou? C'est ça même là, c'est la même ma crainte. Ça ne sera pas la même situation par rapport à cette division que nous remarquons finalement dans le chef des Nekongo. Bon, d'abord, dire qu'ils n'ont pas été soutenus par tout le monde, ça c'est normal. Moi j'ai toujours pris l'exemple de Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur de l'humanité entière, mais qui a incarné toutes les conditions humaines excepté le péché. Mais il n'a jamais été accepté par tout le monde. En fait, l'effort que nous avons à fournir ne consiste pas à faire des choses, excusez-moi, pour être accepté par tout le monde. Ça, c'est impossible. On ne sera jamais accepté par tout le monde. Mais par les plus grands nombres, de sorte que tout ce que vous êtes en train de faire de bien, et ceux qui vous soutiennent et ceux qui ne vous soutiennent pas, puissent se retrouver. Et vous avez dit que Jacques Mbadou n'a pas été soutenu. Non, il faut d'abord voir le contexte dans lequel Jacques Mbadou a été élu gouverneur. Nous avions à l'époque des Onkusu qui étaient les candidats gouverneurs que Kabila et ses disciples étaient en train d'imposer à la province du Congo central. Mais les députés provinciaux avaient dit non à la présence de Onkusu comme candidat imposé par la famille politique de Joseph Kabila. Donc, les députés provinciaux avaient voté pour Jacques Mbadou en lieu et place de la personne qui était présentée par leur famille politique. Ça, c'est déjà un élément qui prouve que Jacques Mbadou était bel et bien porté.
Mais au moment où finalement la population jette son dévolu sur vous, vous devez maintenant devenir gouverneur, vous devez être en mesure de répondre aux desiderata de la population. Il faut que la population puisse se retrouver. Nous avons voté pour vous, ou bien les députés provinciaux que nous avons mandatés ont porté leur choix sur vous. Alors, il faut faire un travail qui va faire en sorte que la population puisse se retrouver. Mais si la population ne se retrouve pas, nous allons dire quoi? Messieurs, quand bien même tu n'es pas en train de travailler pour répondre à nos aspirations, nous allons t'applaudir, nous allons continuer d'applaudir, tu dois continuer de rester là parce que nous sommes en train de soutenir. Non, je crois que là, ça devient un mauvais soutien. Mais je pense quand on soutient quelqu'un, c'est pour qu'il puisse faire du bon travail. Et quand vous avez le pouvoir, si le travail que vous faites ne répond pas à nos aspirations et à nos attentes, c'est clair, nous allons vous retirer notre confiance. C'est la même chose avec Atou. Mais Atou a fait pire. Il a détourné assez de millions de dollars de notre province qui devait servir à la province pour sa construction. Atou, ça n'est servi pour commencer à corrompre des gens qui à Kinshasa, je ne sais pas quoi. Et tous ces adeptes qui passaient toujours à la télévision pour défendre cette médiocrité-là, pour défendre toute son incompétence ou l'incompétence dont il a fait montre, on ne le voit plus. Mais il disait qu'il faisait des choses par, comment je peux dire, par constance politique. Mais je voudrais qu'il puisse continuer d'être constant à Atou, bien qu'il a fui, parce que jusqu'à présent, Atou est introuvable. Restons dans cette question de division. Il faudrait aussi relever que d'un côté, l'on parle bas-fleuve, de l'autre, cataracte, Lukaya. Les uns voudraient bien voir un Nekongo de la Lukaya à la tête de la province, les autres aimeraient voir un Congo du bas-fleuve, et finalement, on ne sait pas trop s'entendre, et c'est la province qui en souffre. Madame Sandrine, c'est un faux débat. Moi, je suis un chercheur, excusez-moi, je suis en train d'écrire mon livre qui va bientôt être publié, s'intitule « Épître au Bas-Congo ». 2 points. Pourquoi le premier est-il devenu le dernier? Et dans toutes les recherches que je suis en train de faire, j'ai parcouru tous ceux qui ont été gouverneurs de notre province à son état actuel. Parce qu'au départ, quand on parlait du Congo central, c'était le Grand Bandundu, Kinshasa et puis le Congo central actuel. Mais dans sa configuration actuelle, la province du Congo central a connu plus de 30 gouverneurs. De ces 30 gouverneurs, de ces plus de 30 gouverneurs, seulement 10 sont Nekongo. Et de ces 10, 4 sont du bas-fleuve, 4 sont des cataractes et 2 sont de la Lukaya. Et de ces 4-là du bas-fleuve, mais c'est qui? Nous avons Vital Mwanda. Après Vital Mwanda, c'est Tsassali Ntumba. Après Tsassali Ntumba, c'est Mbachi. Après Mbachi, c'est Jacques Mbal. Mais quand les gens doivent venir nous dire que non, c'est toujours les bas-fleuves qui a toujours dirigé, mais moi, ça m'étonne. Parce que tous les autres ne sont pas des Nekongo. Du temps de Mobutu, ce sont des gens qui venaient d'autres provinces qu'on envoyait être gouverneurs chez nous. La même chose, les cataractes en a eu aussi 4 et la Lukaya 2. Mais le ténor de celui qui est en train de dire, par exemple, que quelqu'un du bas-fleuve ne peut pas être gouverneur parce que nous avons beaucoup dirigé, malheureusement, il s'appelle Teonkusu. Il est de cataracte. Mais si c'est vrai ce qu'il est en train de dire pour respecter la géopolitique dans le sens de Makukumata Tumatelilanzungu, il faut qu'il puisse mettre ses ambitions en poche pour dire, écoutez, nous cataracte, nous avons déjà eu 4 gouverneurs, il faut que maintenant Lukaya puisse diriger. Non, ça sont des discours de gens qui n'ont pas de profil, qui n'ont pas de compétences, qui veulent nous faire croire que l'appartenance à leur territoire suffit pour devenir gouverneur. Mais si je peux terminer, madame, nous sommes dans un système électif. Donc pour vous dire que ce qu'ils sont en train de dire, Makukumata, ou je ne sais pas quoi, pour dire que non, le pouvoir devait être rotatif, ça n'a jamais d'abord existé parce que je viens de vous le prouver. Sur 10 gouverneurs, 2 seulement sont des Lukaya, tandis que 4 bas-fleuves, 4 pour cataracte. Mais aussi, nous sommes dans un système électif. Dans un système électif, en fait, c'est les meilleurs qui doivent gagner. Donc, c'est aux députés provinciaux, oui, qui doivent voter. Mais imaginez, moi, je suis du bas-fleuve. Mais si, par exemple, de tous les candidats qui vont être déclarés, les candidats qui vont être retenus au niveau de la CENI,
Si par exemple celui qui va avoir les meilleurs profils, c'est quelqu'un de cataracte, moi Ignace, je veux le soutenir. Je ne veux pas dire que non, comme Atou a été de cataracte, même si celui qui veut venir après Atou, et c'est le meilleur profil serait quelqu'un de cataracte, on va dire que non, par lui nous devons le rejeter parce qu'il est de cataracte, non. Donc pour moi ce qui compte, celui qui va venir après Atou, qu'il soit de la Lukaya, des cataractes ou bien du bas-fleuve, ce n'est pas ça le problème, mais il faut qu'il puisse avoir le profil et les compétences dont la province a besoin pour être remis sur les rails. Justement, la province doit être remise sur le rail. Aujourd'hui, le Congo central peine pour décoller. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour assurer son développement. Ignace Nzao, jeune, élite non héritière, justement, NEH. Comment voyez-vous finalement l'éclosion de la province du Congo central? C'est simple, madame, je crois sous une autre forme, j'ai répondu à cette question quand je vous disais que, attendez, c'est vrai que l'adage ne s'applique que dans l'armée, mais cet adage-là a des répercussions même au niveau de la société. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que vous pouvez trouver par exemple une entité ou bien une entreprise. Quelles seraient selon vous les priorités? Non, les priorités. Ah d'accord, mais nous l'avons toujours dit. Mais c'est simple, nous avons les 4 priorités pour tout humain qui vit. Nous avons d'abord 4 problèmes qu'il faut résoudre nécessairement et en primeur. Il faut la scolarité des enfants, mais c'est ce dont on va parler d'ailleurs au niveau de la deuxième question. Et donc la scolarité au niveau d'abord de l'école maternelle, au niveau de l'école secondaire, primaire d'abord, secondaire, et même au niveau de l'université. Ça c'est de prime abord. Et deuxièmement, on doit manger, ventre affamé, n'a point d'oreille. Quand vous ne mangez pas, comment les enfants vont aller à l'école? Ils vont aller apprendre sans avoir mangé. Ça, donc, il faut que les enfants puissent être scolarisés. Il faut que nous puissions nous trouver à manger régulièrement. Il faut que le soin de santé puisse être assuré. Parce que si les soins de santé ne sont pas assurés, même si nous avons de quoi manger, nous étudions, mais le jour que vous êtes malade, il faut que vous puissiez avoir un hôpital adéquat où vous allez vous faire soigner, non pas des hôpitaux comme Karmapa a chanté pour Mamaye pour dire Vingila Mvumbi, et donc ngemekwenda na hôpital, mais na hôpital ngemekwenda ole ngemekwenda kuna samu ngekwe sosa guérison, ngemekwenda kuna samu na kuvingila kaka ni jour bake côté sana na morgue. Par exemple, quoi qu'on a beau, il n'y a pas un hôpital avec une salle de réanimation. Vous vous rendez compte? Donc il y a à boire et à manger par rapport à ça. Donc il faut que la scolarité, le manger, et donc le manger, le boire, il faut des soins de santé appropriés et le reste, ça va suivre. Donc, il faut que le gouverneur qui va venir puisse commencer par d'abord des bons infrastructures, des bonnes, par exemple, écoles, oui, des bonnes routes, des desserts agricoles pour que ce qu'il y a à Tchumbaki, tout là-bas, pour ce qu'il y a à Nganasundi, à Tanganor, dans l'Enjobe là-bas, puisse arriver à Boma, à Matadi, ainsi de suite, pour aussi permettre la circulation au niveau de la province. Donc, il faut les routes, il faut réhabiliter et construire de nouveaux centres de santé modernes. Il faut réhabiliter et construire de nouvelles écoles et ainsi de suite et voir dans quel sens ou dans quelle mesure il faut tout ça la pezichola vanga bizichola kuna mayaka mwingi tubaka fufu kuna masangu ainsi de suite kuna zimbala, de sorte que toutes ces choses là puissent être tout le monde puisse avoir une certaine accessibilité au manger, au boire, aux soins de santé appropriés et être en mesure de scolariser ses enfants et donner du travail aux gens. Donc le gouverneur, c'est ce qu'il attend. En parlant justement des routes, je tiens à préciser, à le dire ici, la semaine dernière, la population du Mayombe est montée au créneau. Du côté de Lukula, nous avons appris que la route a été barricadée. La population a empêché, disons-le comme ça, le passage des véhicules sur la route qui mène vers Tchela. Madame, c'est parce que nous avons des autorités qui ont une mauvaise foi.
Moi, je me demande, comment est-ce que c'est possible, l'État peut sortir de l'argent de sa caisse, on donne aux gens pour qu'ils puissent faire du travail, pour réhabiliter, par exemple, ces tronçons routiers allant de Manterre jusqu'à Singini. Mais on nous apprend avec les lobbying et les députés nationaux et donc tous les notables, nous avons les ministres, les sénateurs originaires du bas-fleuve qui sont partis voir le ministre. Ce monde-là, nous avons toujours fustigé le fait que les Nékongo n'étaient pas assez représentés au niveau du gouvernement national, chose qui a été changée, il faut le dire comme ça. Dans ce gouvernement de Warriors, nous retrouvons plusieurs Nékongo, mais qu'est-ce qui fait que finalement toutes ces routes ne soient pas réhabilitées? C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont allés voir les ministres, parce qu'il y a plusieurs ministres qui entrent en concurrence finalement pour la réhabilitation de ces tronçons routiers. Mais finalement, arrivé là, on leur dit que cette route a déjà été financée plus de 2 fois. Mais si la route a déjà été financée plus de 2 fois, mais il faut qu'on nous dise, on avait donné l'argent à qui a détourné, et parce que personne n'a jamais été arrêté parce qu'il aurait détourné l'argent qui était destiné à la réhabilitation de ces tronçons routiers. Mais en fait, la population se rend compte qu'elle est abandonnée à son triste sort. C'est pourquoi je félicite quand même pour une première fois les députés nationaux, non pas du bas-fleuve, mais originaires du bas-fleuve, même ceux qui ont été élus ailleurs, mais ceux qui sont originaires du bas-fleuve, que ce soit les ministres. Vous avez les ministres, comment il s'appelle, Fabrice Puela, et il y avait des sénateurs, Roger Mwaka, et Adrien Poba, Eva Mwakasa, Fouani, Mbachi, ils ont constitué un bloc. Mais voyons, attendons les retombées parce que finalement, ils ont promis. Donc malheureusement, il y a assez d'accidents. Les gens sont en train de mourir et c'est depuis des années. Mais il y a quelque chose qui est fustige déjà. Comment ça marche dans notre pays? Voyez même la nationale numéro 1, la RN numéro 1, qu'on est en train de réhabiliter entre 15, qui doit arriver jusqu'au niveau du pont ville ici. Non, en fait, le travail est presque arrêté. Vous savez pourquoi? Ils attendent l'année électorale pour activer les travaux, pour qu'on dise, écoutez, nous devons encore leur donner de la chance parce qu'ils sont en train de travailler. Même un travail qui peut être fait peut-être pendant 1 mois, 2 mois, en fait, on prend assez de temps pour les réaliser, pour qu'en dernière minute, ils vont activer tous les chantiers pour tenter de faire croire aux gens que non, bakena busala kisalo bien nzoka, bakena busala ba kisalo bien ve mutinu mketu bakaka chusu, bamantia katusani bachala mutinu betwe bake kanisa ka kebetu betwe vandaka bazoba. Tangu mababa election gekwiza bameba kadiaka ba masangu ba 2000 francs ba 3000 francs ina ba pesa betu sambe de voter ba udiaka mais banza que 3 cycles électoraux c'est assez ba erreur en cas betu salaka na 2006 2011 na 2018 betu ça la sala ya udiaka. Aujourd'hui la ville de Boma se meurt, hein, il faudrait le dire, parce que les activités au niveau du port sont au ralenti. Vous, en tant que jeune, avez-vous déjà pensé mener des actions dans le sens d'essayer de réveiller les autorités au niveau national? C'est une bonne question, mais je voulais d'abord dire ceci. Vous savez, les ports, oui, nous devons tout faire pour que les choses puissent encore revenir comme ce fut autrefois. Vous avez totalement raison. Mais il y a quelque chose. Ici, à Boma, on n'avait pas seulement que le port comme poumon économique pour que la ville puisse marcher. Mais en fait, plus rien n'existe. On avait Soforma, Elbema, on avait la Bralima, ainsi de suite, tout a fermé. Mais qu'est-ce qu'en fait l'État fait pour aider toutes ces entreprises-là peut-être à réouvrir? Si ces entreprises ne peuvent pas réouvrir, il faut que l'État puisse aider en fait le privé ou les particuliers à nous amener d'autres entreprises. Nous ne pouvons pas seulement focaliser l'économie de la ville en se basant uniquement sur le port. Parce que ça peut marcher aujourd'hui et demain ça pourra ou ne plus marcher. Parce que nous avons les projets de construction du port en eau
profonde. Vous pensez que le jour que le port de Mwanda sera effectivement construit, va commencer à fonctionner, le port de Matadi et de Boma vont garder leur influence? Non. C'est maintenant, en fait, si on avait de très bonnes autorités qui pensent à l'avenir, qu'il fallait penser à diversifier l'économie au niveau de la ville de Boma. Mais qui a détruit notre port ici, c'est Matadi-Tampon. C'est pourquoi je suis en train de prier. Je ne sais pas c'est quel jour on va l'arrêter. Il faut qu'il puisse aller se reposer à Makala. Parce que vraiment, il y a une plongée qui est Boma dans la situation. Parce que si on avait aussi de bonnes autorités, même l'abraliment n'allait pas fermer. Combien de gens sont allés au chômage avec la fermeture de l'abraliment? Espérons que les choses vont changer et Boma va retrouver son mouvement. Donc, voilà, mesdames et messieurs, tôt ou tard. Il faut y croire. Bien sûr. Non, pas y croire. Non, c'est pas une question de foi. C'est pas une question de foi, Madame Sandrine. Nous devons y travailler. Parce qu'en fait, c'est le travail qui donne le pain. La prière emmène au ciel. Donc, si nous voulons aller au ciel, nous devons prier. Mais si nous voulons avoir le pain, il faut mettre ça là qui sale. Kutuba avec nzambe ke sali mais ça mna nyini nzambe pesa betu maboko zoli ba makulu zoli ki akena kusala bien. Il faut betu sadi la intu yina nzambe pesa ka betu, il faut betu sadi la maboko yina nzambe pesa ka betu, na makulu yina nzambe pesa ka betu, sama betu ko transformer et parti ou bien ki tini ya ntoto yina nzambe pesa ka na responsabilité na betu. Kana betu bilange betu kwenda na marche betu mekwenda. Kana betu bilange betu kwenda timuna kana banguba ou bien tsebani, il faut betu kwenda. Donc c'est le travail qui procure le pain, la prière, moi je toujours dis amen au ciel. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre nouveau magazine Sans Parapluie sur votre chaîne. Et dans ce premier numéro, nous recevons pour vous Monsieur Ignace Nzaoupambo. Avec lui, nous abordons l'actualité au niveau national, mais plus au niveau provincial. Nous parlons de tout ce qui se passe, de l'actualité au niveau de la province du Congo central. Nous poursuivons et nous entrons dans la deuxième partie consacrée à cette information. Il s'agit, vous le savez, vous avez sûrement suivi à travers les ondes, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de surseoir les activités au niveau de certaines universités en rapport avec la faculté de médecine. Et parmi les universités touchées, nous avons notre université de la province, l'université de l'État, l'université président Joseph Kasavubu, UKV. Hier, les étudiants de cette faculté sont descendus dans la rue pour manifester leur mécontentement par rapport à cette décision du ministre Mohindo Nzangi. Monsieur Ignace, vous avez pris part à cette marche. Prendre part à cette marche, c'est trop dire, mais oui. J'ai vu les étudiants en route en train de marcher, mais j'avais quand même trouvé que quand les gens sont en train de marcher pour réclamer leurs droits, en tout cas, tant qu'ils ont raison, moi j'ai toujours soutenu. C'est comme ça que finalement j'ai vu les étudiants, le médecin en formation en train de marcher. J'étais obligé de faire quelques pas avec eux et puis tenter de partager certaines expériences avec eux. Parce qu'en fait, après tout, je suis un étudiant. Je sais comment ça marche. Nous étions à l'UNIKIN. On faisait aussi des revendications chaque fois que nos droits étaient lésés. Est-ce que ces revendications sont fondées? Très fondées. Parce qu'en fait, d'abord, ce problème, il est très délicat, Madame Sandy. Un jour, ici, j'avais organisé à l'époque une conférence dans la grande salle de l'évêché. J'avais intitulé « Des priorités pour remettre la ville de Boma sur les rails ». Et j'avais épinglé 11 priorités que, une fois résolues, en fait, la ville de Boma va être remise sur le rail. De ces 11 priorités, quand j'avais abordé le secteur ou le volet éducation, j'avais parlé de l'UKV. Qu'est-ce que j'avais dit pour l'UKV? Déjà à l'époque. Mais finalement, apparemment,
betuke luta na télévision betuke na kutuba betu samu et na ku plaire kana batu bien comment mais mutuke baka en compte ba dénonciation et puis ba analyse na betuke salaka andike levé parce que déjà à l'époque j'avais dit pour l'IKV il nous faut pour l'IKV un plaidoyer, il faut quelqu'un qui puisse être en mesure pour se battre pour que l'IKV puisse être doté de cliniques universitaires modernes. Non seulement les cliniques universitaires, mais il faut que l'IKV puisse être doté d'un laboratoire pour des essais cliniques, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez dire, pour ceux qui font peut-être la chimie, la biologie, et même les étudiants en médecine. Et j'avais aussi dit que il faut que l'université président Joseph Kasavubu puisse avoir une pépinière de formation. Donc, comme nous avons par exemple à l'université de Kinshasa a le groupe scolaire Mohamba. Nous avons l'école maternelle, primaire et secondaire uniquement de l'université. J'ai dit que même l'UKV devait avoir une école maternelle, primaire et secondaire. Avec quel financement? Avec quel financement? Mais justement, parce qu'il y a un moratoire qui existe et qui date de ce... Attendez, je vais répondre. Justement, excusez-moi, permettez-moi de vous interrompre. Des voix je suis en train de répondre à votre question, madame, mais je suis en train de donner quelques faits qui vont faire en sorte que les gens puissent mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, il y a un moratoire qui existe de Thomas Louaka, alors ministre de l'enseignement supérieur universitaire, qui disait ceci. Toutes les universités qui organisent la faculté de médecine devaient avoir au moins 5 professeurs, c'est-à-dire 3 pour le premier cycle, donc le gradia, et puis 4 pour les gradiats. Résident ou pas, il reste à Boma ou pas, mais qui doit être permanent pour que les assistants et les chefs de travaux puissent travailler sous leur orientation. Ça, c'est au niveau du gradient, il faut 3. Et il faut 2 professeurs pour le deuxième cycle, donc les doctorats. D1, D2, D3, il faut 2 professeurs qui doivent effectivement travailler en symbiose avec les différents assistants, chefs de travaux et consorts. Le moratoire court encore, certes. Et chaque université devait aussi avoir un laboratoire. Mais les moratoires existent. Et la preuve, parlons de l'UKV. L'UKV, chaque année, les étudiants payent $20 chacun. Et ces $20-là doivent constituer une somme qui est allouée à la construction. Mais dites-nous, où va cet argent? Ou bien qu'on vient nous dire, depuis des années que les étudiants payent les $20, cet argent a servi à quoi? Il a servi à quoi? Parce que rien apparemment n'est fait jusqu'ici. Cet argent a été bouffé, il a été détourné. IG fait ma pouise à peine à IKV. Ça met tout le monde à clair. Mais c'est clair. Du comité de gestion. Oui. Les premiers responsables de tout ce qui se passe à l'UKV, c'est le comité de gestion qui n'a pas été à la hauteur. Et je n'ai pas froid aux yeux pour le dire. C'est pourquoi nous allons tout faire pour que ce comité puisse être changé. Et maintenant, parlant du ministre, madame, vous m'avez posé une question intéressante. Laissez-moi quand même dire quelque chose par rapport à... Voilà. Le ministre Moïndo Nzangi, d'abord, il faut être bête, il faut être fou pour dire que le souci des ministres de voir notre pays avoir 2 médecins bien formés et dire que ces soucis-là, c'est une mauvaise chose, il faut être fou pour le dire. Certes, il y a d'ailleurs un adage qui dit un médecin mal formé est plus dangereux qu'un fou armé. Il a certes raison. Mais la procédure, la démarche, sa façon de procéder, c'est ce que moi je désavoue. D'abord, ayant été autorisé à fonctionner ou bien à ouvrir, oui, il y a un arrêté ministériel, ce n'est pas une note circulaire qui peut mettre un terme aux activités d'une faculté dans une université. Non, il faut un autre arrêté. Ça, c'est un. De 2. Mais est-ce que le ministre ne peut pas, une fois encore, taper
sur la table pour dire, écoutez, nous vous donnons une année ou bien 2 ans pour que telle ou telle autre condition puisse être respectée. Mais est-ce qu'il y a suivi? Comment on peut garder un comité de gestion pendant 20 ans dans une université? En parlant du temps qu'on devrait accorder aux universités, on se rappellera que cette question a commencé depuis le ministre Machako Mamba, c'est depuis 2011. Je sais, mais qui a nommé? D'ailleurs, madame, je vous révèle que conformément à la loi, dans les universités, normalement, les comités de gestion ne devaient pas être nommés. Mais c'est la loi qui est violée tous les jours. Mais nous sommes dans un pays où c'est le tempérament des dirigeants qui est respecté et rien ne se fait conformément à la loi. La loi dit quoi? Dans les universités, on devait procéder à l'élection de membres du comité de gestion. Mais depuis que la loi a été votée au Parlement, promulguée jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas par vote que nous avons les comités de gestion, mais par nomination. Mais ces comités de gestion ont été nommés par qui? Par le même. Mais pourquoi il n'y a pas toujours les inspecteurs plutôt de l'ESU, de l'enseignement supérieur et universitaire, ne sont pas derrière tous ces comités de gestion pour voir ce qui se fait réellement. Et maintenant, mais le début de la marche ne peut pas commencer par pénaliser les gens qui sont en train d'étudier, qui ont payé leurs frais académiques, ainsi de suite, et en mi-chemin comme ça, on les arrête. Madame, dire Kutubila, par exemple, par exemple, médecine, non, et vous nous recruter, là peut-être on peut accepter. En attendant que toutes les choses puissent être remises sur rail. Mais dire que tous ces gens qui sont là vont être réorientés, c'est-à-dire envoyés vers d'autres universités. Écoutez, il y a quelqu'un qui est ici à Boma, qui étudie d'abord avec beaucoup de difficultés par manque de moyens. Mais il s'est dit, attends, mais quoi, na chat na classe, injo abetu kwa na manima, injo mamale kefana, donc avec à toi na classe, avec quiz, avec quoi na injo mama babu kana kima kodi akeleve, avec quoi na injo mamale qui kana injo mamale qui kima keleve, and le quoi na camarade nandi. Et vous prenez quelqu'un comme ça qui a assez de difficultés déjà pour se trouver à manger et vous lui dites que non, suite à la réorientation, tu dois aller continuer tes études à Lubumbashi. Ça c'est tuer les gens. Non, ça ne va pas marcher. Il faut que Moïse Nzangi puisse revoir sa décision et puis allons dans le comité de gestion et puis IGF et il y a comme ça et ça la musala to mekana ko mona ba $20 au bas na classe ba pesa ka pona ko tonga ba université be tout ça ba $20 ngo nini kisalu ya mesa na raso pourquoi betu rôle na betu ya keku dénoncer et puis betu ke bikave je vous dis que monsieur Ignace mais c'est imprégné na maman Mouina. Ceux qui connaissent, ils savent bien M. Ignace Akotaka Wapi et puis de quoi il est capable. Je vous dis que les choses vont changer. Et nous allons nous couper en 1000 morceaux pour que finalement cette décision puisse être revue. Et j'ai déjà saisi pour votre information une information. Attendons-nous, s'il vous plaît. Attendons-nous, s'il vous plaît. Je pense que dans la décision du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a quand même une brèche qui a été ouverte. Les universités ont la possibilité de se mettre, disons, de viabiliser leurs institutions afin de fonctionner normalement comme les autres universités. C'est ça que je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais celle qui ne gagne pas, on la change. Vous voyez? Mais en changeant par exemple les différents comités de gestion qui sont restés aux affaires pendant 40 ans, mais ils n'ont pas été capables de faire quelque chose de bon. Et je vous informe, pour garantir... Attendez, mais maman, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, Si ça n'a pas marché, en fait, c'est la tête. Comme on l'a toujours dit. Mais du temps de Joseph Kabila, quand on disait que Joseph Kabila assassin, vous avez vu Joseph Kabila avec une arme en train de tirer sur la population. Comprenons-nous sur une question. Mais moi, je voudrais donner une information. Comprenons-nous sur une question, s'il vous plaît. Vous avez tendance à condamner le comité des gestions. Je n'ai pas tendance à condamner, mais ce sont eux qui doivent endosser la responsabilité. Justement, vous condamnez le comité des gestions qui doivent endosser la responsabilité. Si nous prenons par exemple le cas de l'Unikin à Kinshasa, de l'Unilou à Lubumbashi, ce sont des universités de l'État, prises en charge par l'État. Et pourquoi vous ne voulez pas que l'État puisse être responsable par rapport à l'UKV, par exemple? Mais attendez,
L'UKV d'abord. Pensez-vous que l'argent que les étudiants remettent au comité, disons, au comité de gestion suffise pour avoir, je dirais, un hôpital, un centre hospitalier et autres? Bien sûr. Mais prenons par exemple, si l'UKV peut avoir par exemple 2000 étudiants ou bien 2500 étudiants. 2000 étudiants multipliés par $20, ça donne combien? Plus de $40,000. Mais si l'UKV est capable d'avoir près de $50,000 uniquement pour les frais pour la construction. Vous savez, dans 5 ans, $40,000, on peut avoir plus de $200,000. Ils ont commencé, ils ont fait quoi? Parce que quand vous allez à l'UKV, la plupart des choses qui ont été faites là-bas, ce sont des dons et ainsi de suite. On avait même donné, je crois, 1000 sacs de ciment à l'UKV, je crois, à l'époque de Jacques Mbadou, je ne vois plus, ça doit être Jacques Mbadou. Mais je me demande qu'est-ce qu'on a fait de ces 1000 sacs de ciment-là, et ainsi de suite. Même quand vous allez à l'UKV. Mais le comité de gestion doit être un comité manager. Vous devez être en mesure de chercher même des partenaires qui peuvent aider votre université. L'argent est disponible au niveau de beaucoup d'organismes internationaux et on cherche même qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Mais vous devez avoir des personnes qui soient capables d'aller toquer en bonne place pour nous décrocher des contrats et qu'on sort. Même quand vous allez à l'UNIKIN, quand on réhabilite, à part la peinture et puis la réhabilitation qui a été financée dernièrement par Félix, tout ce qui est construit là-bas, vous allez voir que ce sont des partenariats de l'université avec tel ou tel autre, tout tel autre, je ne sais pas, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été réalisées au niveau de l'UNIKIN avec l'argent que les étudiants donnent. Et si vous vérifiez, à l'époque, à l'UNIKIN, il y avait même des bus qui transportaient les étudiants. Mais ces bus-là, ce n'est pas l'État qui avait acheté. Mais c'était le fruit d'un partenariat que les recteurs, à l'époque, avaient décroché pour aider les étudiants pour leur mobilité. Vous voyez? Et je vous informe, ça c'est pour dire, pas il y a mon étudiant. Il y a que je vous informe que j'ai déjà saisi le ministre des Droits humains pour qu'il puisse se saisir de cette situation, non seulement pour les étudiants de l'UKV, mais tous les étudiants qui sont frappés par cette mesure, parce qu'ils sont des apprenants, ils ont leurs droits ne peut pas être bafoué. Si l'État fait que ces gens puissent être réorientés, il n'y a pas de problème. Mais il faut que l'État puisse mettre le moyen en jeu pour que ces gens qui restent à Boma puissent aller par exemple à l'UQA aux frais de l'État et l'État doit commencer à supporter leur ration et consorts sauf le fait de scolarité. Et pensez-vous que les 16 universités retenues pour la formation en médecine seront comptées? Impossible, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une décision impopulaire. Il faut que le ministre puisse revenir sur sa décision. Certes, il y a des universités, effectivement, qu'il faut définitivement fermer. Oui. Ça, je donne raison au ministre. Mais il y a quand même certaines universités, ils doivent quand même revoir, comme l'université Joseph Kassavou. Et puis je me demande si nous avons, Atou est parti, et le pauvre Justin Louembane qui est un intérimaire, il n'y est pas pour longtemps. Mais vous savez, l'université Congo, c'est bon, l'université a fait la fierté aussi de notre province. Mais vous devez savoir, la seule université d'État que nous avons au niveau de notre province, c'est l'université président Joseph Kassavou qui fait en fait la fierté de notre province. Donc nous avons intérêt à nous y investir. Et vous ne pensez pas que cette question pourrait être étudiée au niveau du gouvernement provincial? Parce que je me rappelle du temps de feu gouverneur Jacques Mbadou, il avait commencé à penser à réhabiliter la clinique Croix-Rouge pour en faire une clinique universitaire par rapport à l'université. Le problème, oui, vous avez raison, madame, mais attention, il s'agit d'une question très délicate à gérer. Oui, il faut un lobbying, surtout au niveau des députés nationaux et consorts, parce que la gestion de l'enseignement supérieur et universitaire ne relève que du gouvernement central. Donc, il sera difficile pour un gouverneur de poser assez d'actes au niveau d'une université sans passer par le gouvernement central. C'est vraiment difficile. D'ailleurs, à l'époque où le patriarche Mbadji était gouverneur, avec les quelques bâtiments qu'il a construits pour l'IKV, vous savez qu'on a voulu lui chercher des problèmes. Oui, certes,
Ils doivent peser de leur poids pour faire un certain lobbying, oui, mais pour que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin. Mais en même temps, je réchite pour dire que dans ces différentes universités, il nous faut des comités qui sont forts, non pas en bouffant et en détournant l'argent que les enfants donnent pour le bien-être de leur université, mais qui doit être capable de faire un lobbying et chercher des partenaires qui peuvent aider notre université à émerger, à aller de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Ignace Nzaoupambou. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de cette émission Sans Parapluie, ce nouveau magazine que vous aurez désormais l'habitude de suivre à travers vos chaînes de télévision. Et pour ce premier numéro, nous avons reçu Monsieur Ignace Nzaoupambou. Avec lui, nous avons parlé de l'actualité qui défraie la chronique au niveau national, mais surtout au niveau provincial. Je vous dis merci, vous qui nous avez suivis. Je dis également merci à l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir, Arnaud Mbumba, Fabrice Ouola. Le rendez-vous est pris très prochainement sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Beaux matraciens et beaux matraciennes, suivez désormais sur vos écrans le Mission Sans Parapluie, Sans Parapluie. Une émission pour former et informer à travers des analyses de l'actualité et de faits socio-économiques, voire politiques. À la présentation, Sandrine Lissingui, Pamphile Condé, acteurs politiques, acteurs de la société civile, l'heure est au rendez-vous. Suivez Sans Parapluie chaque lundi de 21h30 et la rediffusion le vendredi à 8h30. Suivez votre émission sur la chaîne YouTube Sans Parapluie. Sans Parapluie, un rendez-vous de la population.